заботливый день. Уснули небеса. Все замерло мгновение немой тиши, утопая. Спи, мой малыш, спи, я спою тихо, нежною юлою заведу. Тряпочку давай. А где же я возьму? Ну где вот? Ну, видишь, вот он сказал так, что вот эти мальчики, которые будут выдавать, они... Ой, потом мясо покупаем. C'est difficile de comprendre comment on y arrive avec 50 000 roubles par mois. Mais on se débrouille. On achète du pain noir, c'est moins cher. Le bœuf aussi, c'est moins cher. Les oignons, on les fait pousser sur le balcon. Je triche quand je paye l'électricité. Le chewing-gum et les bonbons, je les achète avec l'allocation que ma fille reçoit de l'école. Mais on a beaucoup de problèmes avec le chat. Il ne mange pas les oignons ni les pommes de terre. Ça commence à quelle heure? C'est à 8h moins le quart, non? Petite inquiétude pour Lena et Roman ce vendredi soir. La télévision russe a comme mauvaise habitude de déprogrammer sauvagement des émissions, mais pas celle-là. О, ура! Включайте первую программу! Ce qui provoque l'enthousiasme de Lena, c'est le chant des miracles. Version russe de la roue de la fortune, copiée et arrangée en toute illégalité. 3 ans d'existence, et c'est aujourd'hui l'émission numéro 1 des 5 chaînes russes. 140 millions de téléspectateurs, 70% de part de marché, 12 000 $ la minute de publicité. Le moindre cadeau équivaut à 1 mois de revenus de la famille. Le chant des miracles, c'est le nouveau motif des réunions de famille, quitte à laisser refroidir le maigre repas. Autour de Lena, sa fille de 12 ans, prénommée Lena elle aussi, et son mari Misha, au chômage depuis plusieurs mois. Mais aussi son neveu et son beau-frère Roman, au chômage lui aussi. Fasciné par le marchandage entre le présentateur et un candidat chanceux. 300, 400, 450 000 roubles pour le candidat et il abandonne le lot caché dans la valise. Alors, il préfère le prix. Roulette russe, nouvelle formule, à 1 année de salaire, la partie. Lena retient son sou. Le prix, un réfrigérateur 2 portes avec congélateur, 2 années de salaire, bien joué. Pour moi, petite téléspectatrice, avec mon petit salaire, tous ces jeux, c'est un peu dommage. Parce que là-bas, les gens reçoivent des cadeaux qu'ils ne méritent peut-être pas. Ils répondent à des questions idiotes. Et puis, je pense que ça doit rendre le téléspectateur un peu jaloux. Ça doit certainement l'irriter. Non, ce n'est pas sûr, parce que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut une soupape pour le peuple. Il ne faut pas penser qu'à la politique. Il faut se reposer aussi. Et ça, c'est un peu de repos. C'est une détente. Et tous les vendredis soirs, Lena et sa petite famille participent de leur mieux, devinent avant les candidats, en espérant secrètement y participer un jour. Après 70 ans de frustration, la société de consommation est là 45 minutes durant à portée d'œil, juste derrière l'écran. Lena reste sur le quai, tandis que le train de l'économie de marché force l'allure dans les pauses publicitaires. Ici, sur de vieilles images de la propagande soviétique, achetez des actions des meilleures entreprises du pays, dit la pub. Vous pouvez devenir riche. Là, outre les médailles de guerre du grand-père, une babouchka lègue à sa petite fille des obligations de sa banque. 300% de bénéfices l'an passé. Adieu enfin l'hiver et la pluie pour l'été éternel du Sri Lanka. Quelqu'un qui croit depuis longtemps aux vertus du privé, c'est Vlad Listiev, le producteur du Chant des Miracles. Appartement design,
vaisselle de luxe, croissants frais au tartare et au poivron en guise de petit déjeuner. Listiev, c'est un peu le Michel Drucker de la télé russe. C'est lui qui le premier a mis à l'antenne et présenté le Chant des miracles, c'était en 1990. Il était à ses débuts reporter à 30 $ par mois. Ses émissions rapportent à sa société 500 000 $ par semaine aujourd'hui. Cette émission en a fait le présentateur star de la télévision et un businessman très occupé. Café le matin, café le midi, café le soir, et je mange de temps en temps. C'est très difficile de manger à la cantine d'Ostankino à la télé. C'est vraiment pas bon. Ma femme s'entend bien avec ma secrétaire et elle lui fait parvenir des tartines pour moi. D'ailleurs, c'est ma femme qui a tout fait ici. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de payer. Je ne sais pas si je fais partie d'une nouvelle classe sociale. Disons qu'il y a de plus en plus de gens qui possèdent quelque chose et donc quelque chose à perdre. Je ne peux pas dire que je sois quelqu'un de très riche, mais je ne suis pas pauvre. Il y a quelque temps, ça irritait beaucoup les gens, mais ça s'est calmé. That was down from 127. Listiev est le patron d'une société de production qui fabrique les 10 émissions les plus regardées de la télévision. Il présente lui-même un talk-show sur des thèmes de société, comme le viol, la prostitution ou la criminalité. Il a pris, lui, le train de l'économie de marché dans le wagon de tête. C'est ma voiture personnelle. Mais elle a été payée par ma société. C'est comme pour mon appartement. Il se rend tous les jours à son bureau près de la gigantesque tour de la télévision d'État, où ce qu'il en reste, 90% des programmes sont fabriqués par des sociétés privées. Tu as bien pris le carton d'invitation pour l'émission, Léna? Oh oui, Léna l'a bien pris, son carton. Après plusieurs mois de patience, elle a été tirée au sort pour participer à un jeu télévisé, Le Bonheur. Pour l'occasion, la petite famille a pris le métro. C'est plutôt rare, car c'est cher. Les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter, 3 fois cette année. Roman préfère le tram en général, il peut voyager sans payer. Léna, elle, est déjà en marche vers la gloire. Elle fait partie des 40 privilégiés retenus sur 300 000 demandes mensuelles pour l'heure des étoiles, un jeu pour enfants et adultes. Léna a choisi de jouer avec son oncle pour tenter de gagner un cadeau que ses parents ne peuvent lui offrir. Léna a d'autant plus de chance qu'elle habite Moscou. Heureusement, car l'émission ne rembourse pas les déplacements, même pour les candidats qui viennent de très loin. Et après 2 heures de transport, les locaux de la télévision sont en vue. Ici, il y a 2 mois à peine, les affrontements entre les putschistes et les forces armées ont fait plusieurs morts. Les chars gardaient encore les accès d'Ostankino il y a quelques jours. Roman et sa femme ont toujours ces moments terribles à l'esprit. On avait tous très peur, on ne dormait pas. Les chars, le sang. Quand la télévision américaine nous a montré tout ça, ça s'est répercuté sur les enfants de la garderie où je travaille. Dans les conversations, ça revenait sans arrêt. Les tontons et les tatas qui se battent. Après le putsch de 91, on se rassurait en se disant « ça ne se reproduira pas ». Et puis finalement, ça s'est reproduit, en pire. Je ne sais pas. Tant qu'il y a des gens comme ça parmi nous, ça va recommencer. Ce sera peut-être différent, mais la guerre cachée, elle continue. Ça dure depuis 70 ans, et on n'y peut rien.
Je vous donne comme seul ordre impératif, et si vous l'oubliez, je gueulerai, de sourire et de rire de manière pathologique, tout le temps, même si c'est sans raison. Car vous comprenez, il n'est pas possible de voir sur les visages, et surtout les visages d'enfants, les problèmes et les soucis. Ne vous gênez pas pour exprimer vos émotions. Si vous avez envie de rire, riez, mais comme des stars américaines. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. De toute façon, 98% d'entre vous vont perdre. C'est pas grave, 4 gagneront quand même. Et le présentateur distribue les bons points. Pour gagner aujourd'hui un voyage à Euro Disney, les sponsors pour la majorité occidentaux se bousculent. Il y a 2 mois d'attente pour figurer dans les coupures publicitaires. Producteur comblé, Listiev, bien sûr. 100 millions de téléspectateurs le samedi après-midi, l'émission est en passe de détrôner le Chant des miracles. Et les tarifs de publicité seront bientôt revus à la hausse. Devant les caméras, Lena est à la peine. Elle est éliminée au premier tour. La monnaie française, c'était le franc, Lena, pas le louis. Adieu le voyage en France, le magnétoscope, le téléviseur. L'heure des étoiles ou le Chant des miracles ne font pas que des heureux. Listiev fait le gros dos. Bien sûr, il y a eu des attaques contre nous, parce que la situation économique est très difficile. Les gens ont du mal à acheter des produits de base et à se nourrir. Et nous, on distribue à tour de bras des téléviseurs, des magnétoscopes. Alors j'ai expliqué dans le journal que nous éditons que nous avons créé dans nos émissions une situation économique dans laquelle tout le monde gagne et personne ne perd. Alors le Premier ministre n'a qu'à faire la même chose dans tout le pays. Lena a tout de même gagné une poupée qui économisera 1 mois de salaire à ses parents. C'est bientôt Noël. Mais Roman, qui est au chômage, cherche un emploi de Père Noël pour la période des fêtes. Le présentateur se livre à une pitrerie que la grand-mère de Lena apprécie moyennement. Roman, lui, doit espérer qu'elle le fera au moins repérer par d'éventuels employeurs. Babouchka est assidue devant sa télévision, 4 heures par jour en moyenne. Et elle arrive juste à temps pour l'un de ses programmes préférés. Над чем смеетесь? Он работает над курсовой. Santa Barbara en version russe traduite, pas doublée, faute de moyens. Avec en prime l'annonce du sponsor en bas de l'écran. La société Agvila installe moyennant paiement comptant des compteurs d'eau froide de la firme Schlumberger. Pas de quoi perturber les nouveaux fans de la série. Des nouveaux fans qui ne savent plus où donner de la télécommande devant l'invasion des feuilletons américains, australiens et surtout mexicains. Je n'ai pas le temps de regarder la télévision, mais je regarde quand même les feuilletons de cinéma. Rien que toi, la deuxième maman et Maria aussi. Quand on diffusait le feuilleton mexicain, les riches pleurent aussi. Les Russes se sont sentis très heureux parce qu'ils se sont dit « Si les riches pleurent, alors nous les pauvres, on n'a pas à pleurer, tout est si bien chez nous ». Quantitativement, les émissions russes ne disparaissent pas. Mais si on considère les discussions que l'on entend après un film russe ou un feuilleton mexicain, ça penche nettement pour ce qui se passe dans les feuilletons mexicains. Tout le monde ne parle que de ça. Qui s'est pendu, qui s'est pas pendu, qui s'est défenestré, qui est vivant, qui est mort.
Tout le monde ici oublie ses problèmes et souffre pour les Mexicains. Qu'est-ce que c'est difficile chez eux. La télévision russe et ses 5 chaînes sont devenues une véritable auberge espagnole. Le marché de 240 millions de téléspectateurs aiguise les appétits. En particulier ceux des prédicateurs américains. Ils se livrent par chaînes interposées une guerre sans merci le dimanche matin sur 4 des 5 chaînes. Les émissions ne figurent pas dans les programmes. Quand on sait que les sectes Moon et Krishna se sont payés des heures d'antenne sans aucun problème de la même manière, on comprend pourquoi. Certains s'offrent même, comble du luxe sur une chaîne russe, un doublage cinéma, version sous-titrée pour les malentendants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mettre n'importe quoi sur la télé de Russie, sur la télé en Russie. On ne va pas dire la télé de Russie, sur la télé en Russie. Il n'y a pas de code de déontologie. Il n'existe pas. Georges Polinski est français. Il fait partie de ces producteurs occidentaux venus faire leur campagne de Russie. Producteur de clips pour chanteurs russes, d'émissions musicales, il est en guerre contre d'autres producteurs, américains et anglais notamment. Une guerre bon marché, car produire un clip comme celui-ci coûte 2000 francs à Moscou. Enfin, bon marché, pas toujours. Georges Polinski travaillait auparavant avec la première chaîne, Ostankino. Et puis un jour, problème. L'heure d'antenne à laquelle nous diffusions notre émission le samedi soir était gérée par une unité de programme qui nous a demandé un bakshish, qu'on a refusé tout simplement. Mais pourquoi ils nous ont demandé ce bakshish? Parce que des Américains étaient en place, qui eux voulaient l'émission et qui ont proposé de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc comme c'est un pays qui découvre tout et comme c'est un pays où il n'y a rien, ben c'est vrai que quelquefois on va à la facilité. Et si vous n'avez pas dans ce cas-là soit un minimum de relations, soit un minimum d'expérience, etc., vous passez plus et vous faites plus rien. Pour ce qui est du minimum de relations, Georges Polinski a largement ce qu'il faut. Déjeuner d'affaires avec son ami Fedotov, ancien ministre de l'information de Yeltsin et tout nouveau patron de la Société des droits d'auteur. Déjeuner d'affaires dans le restaurant à la mode où ne se côtoie que du beau monde. Voici justement un ancien conseiller de Gorbatchev qui passait par là. Et bon plaisir alors. Un repas vaut 1 mois de salaire, payable cash en dollars ou en monnaie forte. Deutsche Mark, livre sterling, mais ni rouble ni franc français. Fedotov est venu gentiment informer son ami Polinski de la sortie d'un oukase, d'un décret présidentiel. Concernant les droits d'auteur. Officialisant la création de la Société des droits d'auteur. Qui est du 7 octobre. Pour le plus grand soulagement du producteur français. Tout est piraté, il y a un gros problème de droit, la télé de service public est un des premiers pirates. 50 000 fois le salaire minimum, ce sera le montant de l'amende maximale en cas de piratage. Et ce sera efficace, car ça ne dépendra plus de l'État. 50 000 fois le salaire minimum aujourd'hui, ça fait 350 millions de roubles. C'est une somme rondelette. Une somme rondelette que peu de monde peut aujourd'hui payer en Russie. Près de 2 millions de francs. Qu'importe pour cet ancien ministre de l'Information et de feu la Société des droits d'auteur d'État qui spoliait à l'époque les auteurs au profit de l'État. La privatisation lui offre un poste lucratif. Quant aux soucis de l'information, il les a laissés à d'autres. Le directeur de l'information de la première chaîne n'a plus de bureau. Il y a 2 ans, lors du putsch de 91, explique-t-il, les assaillants étaient venus avec des drapeaux soviétiques. Ils sont revenus il y a 2 mois avec des armes et des lance-flammes. Mais depuis plusieurs années, Boris est à ce poste. Et il tient bon.
Aurais-je gardé ce poste si je n'étais pas un proche? D'ailleurs, je ne suis pas un proche de Yeltsin. Oui, je soutiens ses convictions, mais notre information a aussi donné le point de vue du Soviet suprême quand il existait encore, et celui de Routskoï et Khasboulatov, le président du Parlement. On a essayé de travailler en calmant constamment les deux parties. C'était notre objectif. Donc vous comprenez que c'est difficile de faire de l'information dans ce pays. Ça fait 2 ans que je suis moi-même dans une situation difficile et personne ne m'a viré. D'ailleurs, ça m'étonne. Conférence de rédaction de la première chaîne, la plus regardée. L'embarras du choix sur les points chauds du pays et les nombreux problèmes de la vie quotidienne. Officiellement, depuis une loi de février 92, la recherche, l'obtention et la diffusion de l'information sont libres. Mais à 2 pas de la grande table de conférence, un téléphone particulier, vieil héritage de la tradition communiste, la Vertouchka, ligne directe avec le Kremlin. Ce téléphone a gardé, c'est vrai, une partie de ses fonctions. Il y a encore des coups de fil du Kremlin et sans doute des ordres arrivent ici. C'est la télévision d'État et on a l'habitude de dire que l'État doit diriger la télé. Mais d'un autre côté, ce téléphone peut nous être très utile parce qu'on peut obtenir des informations importantes grâce à lui. Il est en avance sur les agences de presse, mais c'est vrai aussi que les limites sont floues. Les journalistes sont tous démocrates maintenant? Je pense qu'aujourd'hui c'est obligatoire. Les titres du journal ce soir-là n'annoncent rien de bien optimiste. Le prix du pain augmente encore. La criminalité aussi. Mais cette apparente liberté retrouvée de l'information ne suffit pas à rassurer l'ENA sur l'avenir de la démocratie. À voir la manière dont gouverne Yeltsin. Quand il vire par exemple un conseiller qui propose de faire en même temps les élections présidentielles et parlementaires, moi je trouve qu'il y a moins de démocratie. Moi, je trouve que l'information est plus libre, qu'il y a plus de démocratie. Je regarde rarement la télévision et je trouve que les émissions sont de plus en plus libres. T'es pas solidaire avec moi. Ouais, mais toi, tu regardes trop la télévision. Теперь это должен держать. А почему бы тебе не здесь поставим? Ну, поболтайте вот эти вот штуки, это идеологически за 3 года существования моей. En 3 ans d'existence, j'ai toujours invité qui j'ai voulu dans mon émission. Je n'ai jamais eu d'interdiction pour motif politique. Mais pourquoi le vice-premier ministre que vous aviez invité aujourd'hui n'est pas venu? Parce qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Et qu'il ne voulait pas mentir. Pour son émission Le Beau Monde, Matvei Ganapolsky n'invite que des personnalités politiques très influentes. Mikhail Poltoranin, venu au pied levé malgré l'heure tardive, est l'une des éminences grises de Yeltsin. Dans le minuscule studio des Échos de Moscou, une radio indépendante, l'émission est fabriquée avec des bouts de ficelle pour la télévision. Pourtant, les propos de Poltoranin font l'effet d'une bombe. Il raconte la nuit du 3 au 4 octobre. Zizanie au Kremlin, panique dans l'état-major, absence de décision claire. Et comme bouquet final, la certitude qu'un nouveau putsch se prépare. La télévision indépendante de ce type est tolérée par le pouvoir, mais seulement après minuit. L'État peut se séparer de tout et le céder au privé. Mais il y a une chose dont il ne peut pas se séparer, c'est sa source de propagande, la télévision. Car Ostankino, par exemple, la première chaîne, diffuse sur tout le territoire de l'ex-URSS. Ce n'est pas l'anarchie au sein de la télé, mais les personnes qui sont nommées au poste de direction sont des gens de passage, des fonctionnaires politiques. Et aujourd'hui comme hier, la télévision sert plutôt des intérêts politiques. En apparence, Moscou a repris un semblant de vie normale depuis les événements d'octobre. Sauf peut-être pour un homme.
Alexandre Politkovski a tout le temps de prendre son petit déjeuner. Il a été débarqué de son poste de présentateur. Son émission Politburo est pourtant la plus populaire du genre. Mais avec son équipe de journalistes indépendants, enquête et reportage à l'appui, il a relaté à sa façon les événements d'octobre. Ça n'a pas plu. Voici la dernière émission avec Politkovski, dans son décor de cuisine, car c'est dans cette pièce qu'on parlait politique dans le temps. Il y prend le thé avec son invité, Mikhail Gorbatchev, comme le veut la tradition. C'était le vendredi suivant les émeutes, vers minuit 15. Une semaine plus tard, un membre de son équipe est à l'antenne. Il annonce que le maître des lieux n'est pas là, mais que le collectif de Politburo a pris la décision de continuer à diffuser dans ces temps difficiles, malgré toutes les interdictions, et que le téléspectateur a le droit total à l'information. Curieux louvoiement de censeurs, ayant sans doute perdu la main après des années d'inactivité. Depuis très longtemps, on n'avait pas eu de censure, et on n'en avait plus du tout. On se disait vraiment que les gens de la censure avaient disparu. Mais dès que l'état d'urgence a été décrété, les censeurs militaires sont ressortis comme par miracle, dont on sait tout. Avec les membres de l'équipe, nous avons fait une enquête pour savoir d'où ils sortaient, mais on n'a rien appris. C'est comme s'ils venaient de la clandestinité, et puis ils se sont évaporés. Les tournages continuent dans des conditions difficiles. Le secrétaire général du nouveau parti communiste d'Union soviétique, ça existe, sera de l'émission suivante pour expliquer que Marx et la démocratie, c'est compatible. Tandis que dans une pièce voisine, l'ancien hymne soviétique est tourné en dérision. Sous Gorbatchev déjà, Politkovski avait émis clandestinement. Pour s'être une nouvelle fois attaqué à des intérêts politiques de l'équipe en place, il est mis sur la touche. On a montré, par exemple, combien un homme d'État demandait de dollars pour accorder une interview. On a beaucoup trop titillé tous ces gens qui dirigent notre État, et le Soviet suprême d'abord, et maintenant l'équipe de Yeltsin. Si on parle concrètement, on a fait du journalisme dans nos émissions clandestines tout au début. Puis on a fait du journalisme politique, et aujourd'hui on fait de la politique, comprenez. Nous représentons pour le pouvoir une force bien déterminée qui peut prouver certaines choses et influencer ainsi l'opinion publique. Comme on ne fait pas partie de leur bande, on veut nous virer. Certains font des projets d'avenir malgré les nuages qui s'amoncellent sur fond de Chants des Miracles, d'Heure des Étoiles ou de Santa Barbara. La tradition veut que l'on casse une assiette sur le pas de la porte conjugale pour porter bonheur. Une jeune mariée a chuchoté dans un sourire qu'on pourrait changer la tradition et casser sur le pas de la porte un poste de télévision. Cha-cha-cha.